Moi c'est Benjamin. Je suis un des associés, donc un des 5 associés de Digital Kingdom. J'ai un parcours qui se situe dans la partie de la création graphique. Donc je suis de formation, je suis concepteur multimédia à la base. Et depuis quelques années, je m'intéresse aux jeux vidéo. Enfin depuis longtemps, mais je m'intéresse à la création de jeux vidéo. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu en charge la partie artistique des projets au sein de Digital Kingdom. Alors la Digital Kingdom, c'est donc une société à responsabilité limitée. Elle existe depuis 3 ans. On est principalement actif dans la création de jeux vidéo, donc on va développer nos propres titres. Jusqu'ici, c'était des jeux mobiles et plus dernièrement donc un jeu poussé sur Nintendo Switch. L'autre axe de l'entreprise, il est aussi lié à de la gamification et à des jeux vidéo, mais on va plus fonctionner sur des projets de clients, des projets de mandat. Donc on a différentes entreprises, institutions ou autres associations qui peuvent venir nous trouver pour réaliser un projet dans le but de communiquer quelque chose, dans le but de faire de la promotion, dans le but d'une campagne de sensibilisation. Nous, on va réaliser un projet autour de cette thématique, autour de ce message, en utilisant les mécaniques du jeu vidéo. Voilà. À côté de ça, l'entreprise est aussi, alors on n'est pas forcément rattaché à des spécialistes de technologie en particulier, mais bien entendu qu'on explore aussi les pistes de ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, du projection mapping et autres installations interactives qui requièrent un petit peu plus d'installations particulières, un petit peu plus complexes. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, bien entendu, c'est un peu la grande hype du moment. Il y a beaucoup de choses qui se développent, il y a beaucoup de choses qui vont probablement qui sont des pistes qui vont pas aboutir sur grand chose, d'autres qui vont très clairement percer avec ces technologies. Je dirais que nous, elles nous intéressent plus comme outil d'expression que comme réel objectif commercial, ou dans le fait de, par exemple, proposer un service dédié qui utilise la réalité augmentée, par exemple, pour faire de la promotion d'un bien immobilier, par exemple, etc. C'est pas des choses qui vont nous intéresser. Nous, on s'intéresse à ces technologies parce qu'elles ont des spécificités particulières, et dans le cadre d'un projet pour un client, s'il s'avérerait que ce serait intéressant d'utiliser pour ce projet-là de la réalité virtuelle, ben voilà, on le ferait avec. Donc, ce qui nous oblige un petit peu mécaniquement à mettre les mains dans le cambouis et à tester ça, quoi. Serious game, gamification, c'est encore des mots sur lesquels les définitions ne sont pas ultra bien posées. Je dirais que nous, effectivement, avec Digital Kingdom, on a c'est un petit peu notre marque de fabrique. C'est qu'on n'est pas donc une agence de communication, on n'est pas une boîte de production, on est des spécialistes du jeu vidéo. Et donc, on va pouvoir construire finalement des jeux vidéo, mais qui servent un intérêt, j'ai envie de dire sérieux, puisque du coup c'est un petit peu là que vient le serious game, mais pour sensibiliser à une cause, mais ça peut être pour parler d'une thématique, ça peut être pour parler d'un nouveau produit, ça peut être pour faire du sondage, ça peut être pour travailler son image de marque. Finalement, peu importe, mais nous, on le prend avant tout de la même manière qu'un jeu vidéo, c'est-à-dire avec les mêmes contraintes, avec les mêmes règles de création, on applique exactement la même chose. Après, on a l'habitude souvent de travailler avec des professionnels d'un domaine précis. Dans le cadre d'un musée, par exemple, ça va être un commissaire d'exposition ou bien un responsable de la médiation culturelle. Dans le cadre d'une entreprise, ça va peut-être être un directeur marketing ou autre. Et donc, eux, ils ont des besoins précis. Et puis nous, on essaie d'intégrer ces besoins dans l'expérience de jeu. Donc après, bien entendu, il y a plein de théories qui se font aujourd'hui sur le serious game. Est-ce que c'est un outil plus efficace qu'un autre? Est-ce que finalement on apprend mieux? Voilà, donc il y a la question est ouverte. Nous, on a nos avis aussi là-dessus. On est plutôt enthousiaste, je dirais. Et puis c'est normal, puisque c'est aussi un petit peu notre métier. C'est avec ça qu'on vit. Donc voilà, mais je pense que c'est en tout cas un outil qui est très intéressant et qui présente un grand potentiel pour l'avenir. Ouais. La situation des développeurs de jeux vidéo en Suisse, je dirais qu'elle est plutôt assez étincelante en ce moment, elle est plutôt grandissante, donc ça fait super plaisir. Je vais
parler d'un rapport du Conseil fédéral, enfin que le Conseil fédéral a sorti et a publié il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça, qui dit clairement et qui reconnaît le jeu vidéo en tant qu'objet culturel à fort potentiel économique et avec à suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc on ne peut que se réjouir de ça. Il y a 10 ans, à peu près 10 ans maintenant, l'industrie helvétique comptait une dizaine de structures, de petites structures, avec quand même 1 ou 2 gros acteurs, type Farming Simulator par exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'elle en compte entre 150 et 200, et ça va crescendo avec des projets qui sont de plus en plus intéressants, qui se font de plus en plus remarquer sur la scène internationale, avec des écoles aussi qui forment les jeunes générations au métier du jeu vidéo, et qui, à mon avis, est plutôt sur la bonne pente. Donc je pense que voilà, économiquement, c'est intéressant. Mais par contre, on va se heurter, on est dans un pays où le coût de la vie est élevé. On doit faire face aussi à une concurrence internationale et à un marché qui est expérimenté alors que nous on commence, qui peut aussi développer 2 fois moins cher, 2 fois plus vite. Donc il y a pas mal de facteurs qui font que je dirais que c'est pas, sur le court terme, c'est pas quelque chose sur lequel il faut espérer être hyper rentable. Avec le jeu vidéo, il y a un petit peu des idées reçues comme ça, comme quoi les game designers sortent un jeu puis sont multimillionnaires. C'est peut-être parce qu'il y a eu 2-3 gros succès mobiles ou autres, mais je pense que c'est pas du tout ça. Par contre, il y a une économie qui se fait, qui commence à être viable, et il y a énormément de synergies qui se créent aussi entre les écoles, les développeurs indépendants qui font leurs petits jeux le week-end, les petites structures comme la nôtre qui essaient de vivre un petit peu plus de ça, les programmes de soutien avec Pro Helvetia, des choses comme la Swiss Game Academy à Fribourg qui essaie aussi de former un petit peu les jeunes au stage du jeu vidéo, des game jams. Donc il commence à y avoir plein de choses à faire ici, c'est cool. Je suis un garçon du terroir. Je crois que j'aime beaucoup ce qui se fait ici. J'aime beaucoup le fait, je suis très fier de dire que les projets sont suisses, Swiss made, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ramener du savoir international du jeu vidéo en Suisse avec des personnes expérimentées dans leur domaine, des gens qui faisaient déjà des jeux vidéo alors que j'étais même pas né, j'aimerais bien. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'extérieur. Et après, j'aimerais vraiment qu'on arrive à garder cette matière grise et à garder ce savoir ici et à le faire grandir ici. Ça, ce serait mon premier souhait parce que j'adore partager l'expérience, j'adore passer du temps avec des gens et puis à discuter et puis à essayer de faire grandir tout ça ensemble. C'est hyper cool, c'est très stimulant. Le deuxième souhait, il est assez rattaché au premier, mais ce serait plus d'avoir quand même effectivement des positions du jeu helvétique avec une certaine qualité, que ce soit qualité esthétique, qualité scénaristique, ou une espèce de standard de qualité qui nous permet aussi de maintenir, j'ai envie de dire, la production ici, en rémunérant des gens ici, en bossant avec eux, et que ça justifie peut-être des produits un petit peu plus chers, ce genre de choses, plutôt qu'on essaie de niveler par le bas et qu'au final c'est une économie qui est jeune. Je pense qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de personnes qui s'organisent sur échelonner des prix ou ce genre de choses. Ça se fait un petit peu de manière empirique. Donc mon plus grand souhait, c'est que tout se passe bien finalement.
fait, et donc Invisible, c'est un projet un peu particulier, c'est notre premier projet sur console. Jusque-là, on avait donc travaillé uniquement sur du jeu mobile. À la base, le projet, c'était une petite expérience que Stéphane avait envie de développer, donc un de mes associés. Et donc il a penché sur un projet, il est arrivé au bureau un matin avec une idée. Et le projet est né comme ça. Il y avait déjà quelque chose qui était assez fort au niveau du gameplay, il y avait tout de suite une bonne prise en main, même si c'était quelque chose qui était très très simple et très basique. Et puis, on a trouvé cool, on a aimé jouer à ce projet, à ce jeu, pardon. Et on est parti sur Unreal, donc un moteur de jeu. Jusque-là, on bossait sur Unity, on s'est dit, on veut tester Unreal, voilà. Et puis, on a commencé à bosser là-dessus, on a fait 2-3 mois de dev dessus. C'était cool, enfin, pas à plein temps, mais je veux dire, voilà, on a commencé à bosser sur Unreal et puis on se disait, ce jeu, s'il est cool, puis qu'on arrive à le finir, on n'avait vraiment pas du tout fixé d'objectifs particuliers et commerciaux jusque-là. On le sortira sur Steam et puis voilà. Éventuellement, on s'est dit qu'on aimerait peut-être avoir des contacts avec Xbox. On avait eu aussi un contact, donc voilà. C'est allé comme ça. Et puis, une année plus tard, parce qu'on a plein d'autres projets, etc., le projet a un peu de peine à avancer, mais on avait quelque chose qui était pas mal solide au niveau du gameplay. Au niveau des visuels, c'est moi du coup qui ai fait plus d'allers-retours. Et puis on est parti sur un salon en Suède avec Pro Helvetia. Donc on était envoyé avec la délégation suisse. Et puis on pensait là qu'on allait avoir un jeu, on était à bout touchant, on avait déjà des visuels polish, on avait un truc solide. Puis on a participé à un publisher market, donc une espèce de speed dating de projet, quoi, si on veut bien. Et puis on a rencontré 2 gars de chez Nintendo qui ont bien aimé le projet, qui ont testé le projet, avec qui on a pu discuter. Et puis en revenant en Suisse, on avait aussi 2-3 potes qui nous avaient dit « mais vous avez un jeu local, multi, vous n'avez pas envie de faire de mode online, vous n'avez pas envie de faire un mode solo, vous avez un jeu qui est donc basé sur des vibrations, on pourra en parler après justement sur les mécaniques et le concept du jeu, et il faut que vous le portiez sur Switch, quoi. » Évidemment, donc à partir de là, on a commencé à réfléchir, à essayer de faire correspondre ce jeu pour la Switch, à bien travailler en utilisant les vibrations HD donc que propose la Switch. Moi, j'ai aussi revu plusieurs fois la direction artistique pour au final tomber sur ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà, un an après encore, donc presque 2 ans après le tout début, la toute première impulsion du projet, Invisible s'est sorti donc le 17 mai. C'est, comme je le disais avant, un jeu local multi. C'est un jeu donc, qui est vraiment basé, nous on aime le définir comme étant un cache-cache du futur. C'est un jeu assez nerveux dans lequel on va jouer une bille qui doit traquer les autres joueurs dans un labyrinthe ou alors aller collecter différents objets et puis essayer de survivre sans se faire tuer par les autres. La grande particularité du jeu, c'est que du coup le joueur est invisible, on enlève énormément d'informations au joueur et puis on lui les redonne par les vibrations du Joy-Con. Donc lui il peut savoir où il va se déplacer en ayant les vibrations dans la manette, mais les autres ne sauront pas forcément où il est. Et donc pour tuer un autre joueur, il va attaquer. Donc là, il va se révéler aussi à l'écran en même temps. Donc après, tout l'équilibre, la balance, elle est mise entre est-ce que je reste caché, je fuis, est-ce que quand j'attaque, je vais tuer quelqu'un, mais en même temps, si j'attaque trop tôt, il risque de m'avoir avant, je me révèle aux autres aussi. Donc enfin voilà. Donc c'est ce qui va donner un gameplay assez solide pour ce jeu-là, quoi. Au niveau des visuels, au niveau de la partie artistique du jeu, au début, le jeu était vraiment, on l'a gardé simple, mais par contre, il y avait plein de petites fioritures visuelles. C'était un jeu un peu avec des sorciers, des mages qui contrôlaient des billes par télékinésie, et puis j'avais fait tout un univers autour du jeu. Il y avait beaucoup de choses, des artworks qu'on faisait à côté, etc. Et en fait, plus le projet avançait, plus tout cet univers donnait l'illusion aux joueurs
qu'il allait être dans un jeu complexe, avec un jeu narratif ou quelque chose comme ça. Et c'était pas du tout en fait le jeu, puisque le jeu est plus une espèce de petite partie rapide. Et donc il n'y avait pas forcément besoin de tout ça autour. Et plus on construisait autour, plus on s'éloignait du centre du jeu. Donc on a fait table rase là-dessus. Donc ça c'était après qu'on ait présenté le jeu à Nintendo en Suède et puis qu'on ait décidé de partir là-dessus. Entre-temps, on est aussi parti sur du Nintendo-like avec des petits fantômes, des petits personnages, des petits machins. Puis tous ces essais, peut-être qu'on était déjà trop loin dans le jeu puis j'avais du mal à sortir finalement à m'exorciser de la première idée de base. Mais finalement, le jeu, il a des mécaniques déjà tellement fortes et puis complexes aussi qu'il ne fallait pas rajouter trop de choses. Donc l'idée, c'était vraiment de partir sur quelque chose de très simple. Dans les tout premiers concepts, il y avait des trucs, des visuels un peu à la Tron Legacy que j'avais gardé, des choses qui me plaisaient bien, un peu rétro, néon et autres. Je dis, on va utiliser ça, on va utiliser des couleurs et des formes. Puis ça s'arrête là. Et du coup, on en a fait, Invisible, c'est devenu un jeu très simple, quelque chose d'un petit peu épuré et autres, où chaque information, chaque couleur, forme, animation va donner quelque chose comme élément de gameplay. Et ce qui sert à rien, on l'enlève. Par contre, je pense qu'il est réussi à ce niveau-là, quoi. Ouais. Alors, moi, je m'appelle Basile. Je suis développeur aussi, comme Stéphane. J'ai rejoint Digital Kingdom en 2014, je crois, la première fois qu'on a travaillé ensemble. Pour Digital Kingdom, je suis développeur, donc je travaille comme Stéphane sur tous les projets de développement qu'on a d'un point de vue plus technique, informatique. Ensuite, sur Invisible en particulier, il a expliqué avant, on a changé de moteur de jeu. Donc au moment où on a recommencé sur Unity, c'est un peu là que j'ai commencé à rejoindre un peu le projet et filer un coup de main pour refaire le jeu à neuf sur Unity. Et à terme, Stéphane a pris vraiment le lead technique dessus et puis moi j'ai un peu participé à tout ce qui avait besoin un peu d'un coup de main. Donc un peu de développement, j'ai fait les musiques, j'ai fait un peu de level design, j'ai créé 2-3 niveaux. Donc voilà, j'ai fait un peu d'aide globale sur le projet. Moi c'est Stéphane Restani, je suis informaticien. Donc mon boulot c'est de programmer, développer tout le code qu'il y a derrière le jeu et puis d'intégrer les artworks et tous les visuels que propose Ben, notre artiste. Alors ma formation c'est l'EPFL, le Poly à Lausanne. Donc c'est 5 ans de formation, un bachelor puis un master. Puis c'est une formation qui est assez généraliste dans le domaine de l'informatique. On va avoir beaucoup de choses là-dedans et ensuite c'est les quelques premières années d'expérience professionnelle qui vont vraiment permettre de se spécialiser dans certains domaines. Ça a été une tâche assez intéressante parce qu'on a commencé sur un moteur qui s'appelle Unreal, qui est en C++. Et à mi-chemin, on a décidé de migrer en fait, sur Unity, qui est un moteur qu'on connaît mieux. Donc ça a été assez intéressant, quoi. On a vu un petit peu comment on pouvait faire le jeu de deux manières différentes. On a décidé de ne pas partir sur du mode online, mais ça on l'avait déjà décidé avant qu'on soit sur Switch. Quand on s'est présenté au Publisher Market en Suède, on a eu comme principale remarque, parce qu'on imaginait le porter sur Steam, vous n'avez pas de mode solo, donc déjà là c'est mal barré, vous n'avez pas de mode online, donc hors de question, ça ne roulera jamais, quoi. Mais nous, on avait joué il y avait beaucoup de jeux sur Steam avec des modes online, donc avec des mecs qui avaient pris du temps pour faire des modes online, etc., où il n'y avait personne sur les serveurs. Donc le mode online, il faut quand même avoir du monde pour jouer, il faut maintenir ça. Ouais, c'est déjà un truc pour lequel on n'était pas tant chaud. Le local, nous, tout de suite, dès le début, ce jeu, on l'a designé pour être jouable à deux. Et pour nous, c'était pas une priorité. Peut-être le mode local, si on voulait intégrer un petit truc un peu plus profond maintenant, plutôt que de faire notre tutoriel, on ferait une espèce de petit mode local de peut-être une trentaine de minutes d'expérience dans lequel tu apprends un petit peu à tu améliores un petit peu tes skills, quoi. Puis ça ferait en office un peu de tutoriel, mais je pense pas qu'on partirait sur un mode solo.
parce que le jeu est aussi assez limité quoi, à ce niveau-là. Et puis finalement, tout l'intérêt de ce jeu, c'est finalement d'avoir ses potes qui s'énervent dans le salon quand on joue ensemble. C'est d'arriver à un moment donné, tout le monde parle, rigole, puis tout d'un coup, tout le monde se tait parce que la partie elle devient tendue. Et puis tout d'un coup, tu as un mec qui sursaute parce qu'il ne pensait pas se faire buter, quoi. Et le kiff ultime du jeu, il est là. Donc nous, ça nous semblait totalement justifié d'assumer le fait de ne pas être sur de l'online et de rester local, couch versus, quoi. En revanche, effectivement, voilà, sur Steam, enfin, on n'aurait jamais trouvé de publisher, ou bien pour d'autres consoles, ça aurait été chaud. On se dit quand même que pour la Switch, qui malgré tout, dès qu'on achète une Switch, on a déjà 2 Joy-Con, on peut déjà jouer à 2. On est plus facilement dans une configuration aussi où on se prête bien comme console de salon, avec un petit retour sur les jeux couch game, quoi. Pour être assez clair, l'accueil du jeu, il est bon. Et il est clair surtout. Et ça fait plaisir parce qu'on a eu quand même pas mal de mal au début à faire en sorte que les gens comprennent le concept du jeu et la prise en main. On a 5 premières minutes où c'est en général très frustrant, on ne comprend pas ce qui se passe, puis d'un coup on a un déclic, puis ok c'est bon, j'ai catché les mécaniques et je peux jouer. Donc rien que le fait qu'aujourd'hui finalement ça passe bien au niveau des joueurs, ça favorise l'accueil du jeu, quoi. Enfin, le mec il est frustré 3 minutes, après il a compris, il a tout de suite du plaisir et puis ça c'est assez cool. Alors effectivement le problème qu'on a avec le jeu c'est que la seule variation d'un niveau à l'autre c'est vraiment juste la façon dont la map est construite. Puisque le seul autre élément c'est les joueurs, comment les joueurs se déplacent, mais il n'y a pas encore d'autres éléments de jeu. On va rajouter des bonus ou des choses, attention, grosse information. Mais jusqu'à maintenant, effectivement, la difficulté, c'est que le level design, c'est un peu tout ce qui va faire en sorte que l'expérience est un peu différente d'un niveau à l'autre dans ces maps, quoi. Juste poser les murs aux bons endroits. Stéphane dit que j'ai fait du level design, tout le monde en a fait un peu au début, et puis c'est vrai qu'il y a un moment où on a dit il nous faut juste plus de cartes, je me suis mis à faire ça. J'ai juste essayé de trouver des idées qui changent d'une fois à l'autre, c'est-à-dire des cartes qui vont plus tendance à être linéaires, avec des chemins précis, des cartes où on peut aller où on veut, et c'est très difficile de se retrouver. Ouais, l'accueil en général dans les salons, etc., il est assez bon. Après, pour l'instant, depuis la sortie, on a des critiques qui sont bonnes, d'autres qui le sont un peu moins, mais qui ne misent pas forcément sur le concept en soi ou le visuel. Enfin, ça, c'est en général assez bien salué, et puis même le concept est assez fort. Après, effectivement, on a clairement maintenant un petit peu de contenu à pousser dans le jeu, puisque le jeu est encore un peu maigre à ce niveau-là. Et puis, donc, ça, c'est des choses qu'on va régler. Après, en termes d'accueil, on n'est pas non plus, ça fait pas 6 mois qu'on fait de la com dessus, je veux dire en release awareness, on n'a pas fait grand chose non plus, on n'a pas non plus énormément de force à mettre là-dedans. Donc je dirais que pour l'instant, l'accueil est bon, c'est un petit peu en dessous de ce qu'on espérait en termes de volume, mais voilà, maintenant ça tient qu'à nous de pouvoir entretenir, il faut le faire vivre ce jeu, quoi. C'est pas il est sorti, puis je le laisse, puis tout marche tout seul, quoi. Non, on a des feedbacks d'utilisateurs, on a plein de choses à améliorer sur le projet, à pousser des contenus, et puis après il faut aussi qu'on aille le vendre, quoi. Le Invisible et l'e-sport, c'est une grande question parce que je m'en souviens donc d'un meet-up. Un meet-up, c'est un rendez-vous mensuel avec les game développeurs de la Suisse romande et on discute de tout plein de choses. Puis il y a une personne qui était venue présenter une ligue e-sport en Suisse et ces 3 mots-clés pour le jeu, c'était easy to learn, hard to master and fun to watch. Voilà. Et le problème d'Invisible, c'est qu'on voit rien. Donc, nous on s'est tout de suite dit, ok, bon bah voilà, c'est pas forcément pour nous. Pourtant, c'est clair que typiquement, si on prend Polymanga, on a eu à un moment donné, il y avait 4 gros gamers qui étaient plutôt des mecs qui jouent à du Call of ou à du Battlefield ou autre, qui étaient là. Et les mecs, ils n'ont pas décroché du jeu, quoi. C'est vu qu'il est très compétitif et tu dois ultra apprendre et lire le jeu de l'autre. Pour les hardcore gamers, c'est un jeu qui marche bien, quoi. Ouais, je pense que pour le e-sport et la compète et tout, il aurait un intérêt. Après, vu qu'on ne voit pas grand-chose, on a du mal à se représenter ce qui se passe à l'écran et c'est pas hyper clair. Quand tu as les manettes en main,
et que tu joues, ouais, il n'y a pas de souci, c'est très clair, mais pas pour le spectateur. Donc soit on essaierait de faire un mode dans lequel tu as peut-être les joueurs d'un côté, 4 sur un canapé, puis il y a un écran de l'autre côté, sur lequel là on rend ce qu'on avait testé, un espèce de spectateur mode où tu vois les pions des autres. Puis du coup, le public voit tout le jeu en fait, il sait tout ce qui va se passer. Puis il n'a plus qu'à se dire « Ah non, vas-y, prends à droite », et puis le gars prend à gauche, puis ils sont là « Ah non », ou l'inverse quoi. Enfin, du coup, ça pourrait créer un petit peu des tensions de jeu comme ça. Mais de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément testé maintenant. Après, il y a un autre truc pour lequel on trouvait aussi sympa, c'est qu'au tout début, le jeu, on avait scié une table de salon, on avait posé une télé à plat. Et ce qu'on voulait, c'était jouer autour du jeu et pas face à face. Puisque quand on joue au baby-foot puis qu'on a l'équipe en face, il y a toujours à un moment donné, tu te penches pour essayer de mettre une claque à l'autre puis il se tire en arrière quoi, parce que tu t'énerves. Et puis tu as un peu cette confrontation comme ça qu'on voulait retrouver et qu'on retrouvait bien autour d'une table où les joueurs s'affrontent. Donc ouais, là il y aurait un peu le côté table de casino où les mecs sont autour, jouent et puis tu as le public qui est autour qui regarde. Je pense qu'il a une configuration intéressante. D'ailleurs, le flat mode, comme on l'appelle, c'est quelque chose qu'on va certainement réintégrer. Pour l'instant, on ne l'a pas remis sur la Switch, mais vu que la Switch, on peut aussi la coucher. Enfin, je veux dire, voilà, on peut la poser sur une table puis jouer autour. C'est probablement quelque chose qu'on va refaire. C'est un excellent outil pour showcase, enfin pour montrer le jeu dans les festivals. Quand on arrive avec un produit où le jeu est à plat puis les gens autour, ça intimide un peu. Donc je pense qu'il y aurait matière à creuser dans l'e-sport, mais le principal problème de ce jeu-là, c'est qu'à juste regarder ou à mater un let's play, c'est pas rigolo quoi. Pour la musique, il y a eu une grande discussion sur comment on allait faire. On a regardé un peu qui travaillait dans ce domaine, comment on pouvait faire des musiques. Et puis Stéphane et Ben ont un peu choisi des sélections de musique qu'ils aimaient bien, une ambiance qu'ils avaient envie de retrouver dans le jeu. Et puis à terme, à force, on a commencé à être un peu short dans les temps pour trouver quelqu'un, se mettre d'accord. Et puis du coup, j'ai fait 2-3 essais avec des loops de son qu'eux avaient choisis, en combinant un peu ça. Et puis finalement, on a décidé que c'était pas si mal que ça. Donc j'ai réutilisé, j'ai acheté 2-3 petites boucles de son qui existent, mis ensemble ça, travaillé un peu là-dessus. Et puis voilà. Et c'est possible de l'avoir derrière l'élément Oui, les futurs projets en tête, on n'en a pas fait non plus 15 des jeux depuis l'existence du studio. Je dirais que le premier projet, il a commencé avec une espèce de mini jam dans laquelle on a fait un peu 2 teams, chaque fois un créa, un dev, et puis il y a une équipe qui a poussé un peu plus un concept, puis ça a donné Yamgun. Ensuite, on a essayé de faire un projet rapide, ultra timé avec A4. On a sorti ensuite Vote for Me sur mobile et qu'on voulait sortir plus rapidement. Et puis pour Invisible, c'est Stéphane qui a eu une lubie un jour dans son coin, puis qui est arrivé un matin avec un prototype, puis ça a donné ça aujourd'hui. Donc on n'a pas vraiment de règles aussi, et puis je crois que le plus important c'est, vu que les projets, même un projet qu'on se dit qu'on va faire en 2 mois, il nous faut 1 année et demie pour le faire, puis que c'est du temps et pas mal de sacrifices, c'est bien si on a du plaisir à partir dans le projet. Donc oui, on a des idées. On a des idées qui sont construites sur nos expériences passées, sur les expériences de jeu qu'on a envie de retrouver. Enfin, là, moi, hier, je regardais encore une vidéo de Prince of Persia, Sands of Time, qui était un de mes jeux préférés à l'époque sur PS2, je crois. Et voilà, donc on va construire nos futurs jeux sur ces expériences-là. On a des bribes d'idées. Après, ouais, on a 2-3 trucs dans les tiroirs. Ouais.